Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver pour cette vidéo, qui est une vidéo critique d'un article qui a été publié par un lecteur du journal Le Monde et qui a partagé un article sur Le Monde, justement, dans le courrier des lecteurs. Je vais vous le lire tout de suite et je vais vous proposer ma réponse, la réponse que je vais essayer de faire publier dans Le Monde, et si je n'y arrive pas, je partagerai sur le blog de Mediapart. C'est un article qui s'appelle Parole de lecteur, donc 5 ans de MeToo, où sont les hommes ? Il a été écrit donc le 10 novembre 2022, il est très récent, l'une d'entre vous me l'a envoyé et Déborah, mon amie aussi, me l'avait envoyé par un homme qui s'appelle Jean-François Capéran, que je ne connais pas, qui écrit la chose suivante, c'est très court et heureusement. Est-ce qu'un seul ou une seule des journalistes de votre rédaction s'est posé la question de savoir s'il ne serait pas judicieux de donner aussi la parole, tendre le micro ou le stylo à un journaliste, écrivain, essayiste, philosophe, homme qui puisse aussi apporter son opinion, traduire son regard sur cette réalité sociale qui n'appartient pas qu'aux femmes et qui s'appelle la réalité des rapports humains. Qu'est-ce que ce monologue unisexe que vous imposez à vos lecteurs ? Quand va-t-on dans le monde de la culture, notamment tétanisé par la vague MeToo, qui s'apparente de plus en plus à un tsunami dévastateur de la pensée, accepter à nouveau un véritable dialogue et non pas cette plaidoirie constamment à charge qui a déjà fixé par avance la nature de la sentence et n'est plus capable de pouvoir écouter les propos de l'unique accusé, l'homme ? Sachez qu'une moitié de l'humanité est aussi constituée d'hommes, qui ne sont pas tous des prédateurs en puissance, obsédés par la domination sexuelle ou le maintien de la suprématie patriarcale. Que ces attitudes perdurent malheureusement dans de nombreuses contrées du monde actuel, c'est l'évidence. Et il faut combattre avec la dernière fermeté ces abus intolérables, en Iran, en Afghanistan, dans les pays arabes, etc. Mais il est temps aussi en Occident, et notamment en France, que les discours évoluent en tenant compte des réalités avérées. Par exemple, 67% des musées nationaux sont dirigés par des femmes, 84% des établissements d'enseignement public niveau collège et 92% dans le privé sont dirigés par des femmes. Plus de 70% des enseignants sont des femmes, plus de 85% des postes du secteur de la petite enfance sont occupés par des femmes, etc. Où se trouve la parité ? Comment fonder une éducation équilibrée de nos futurs enfants à travers le prisme exclusif d'un regard féminin ? Cette question ne vous interpelle-t-elle pas ? Veut-on promouvoir une vision universaliste et humaniste des relations humaines ou communautariste et sectaire comme le laissent à penser certains articles plus ou moins misandristes ? Il est plus que temps que se pose dans les rédactions journalistiques la question d'un débat équilibré, non pas forcément de vision uniquement féminine ou masculine des choses, mais autour de l'être humain, complexe et multiple à venir, qui sortent des enjeux de pouvoir de chacun des deux sexes. Voilà, ça c'est l'article. Bon, évidemment il n'y a rien qui va. C'est l'évidence même, j'ai proposé une réponse que je vais vous lire. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je peux encore la corriger. Je pense que je vais la proposer à la publication, peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Donc voilà ce que je propose de répondre. Il est hors de question pour moi de rentrer dans le lard de cette personne-là. On va pas faire, je vais mettre le micro dans le champ, je suis désolé, on va pas faire du clash idiot, on va pas régler nos comptes. Là, il y a l'opportunité pour un homme qui prétend lutter contre le sexisme de faire un exercice d'éducation populaire et de donner le point de vue, un autre point de vue d'homme à d'autres hommes pour pouvoir éventuellement se faire une opinion un petit peu différente de celle qui est présentée dans cet article-là. Et puis c'est, je pense, assez important de montrer qu'on n'est pas tous d'accord. Donner aussi des arguments aux personnes qui seraient plutôt de notre avis et qui ne sauraient pas très bien comment exprimer leur avis, parce que c'est pas si simple, les arguments pour pouvoir répondre à ce genre de torchons sont pas si simples à avoir. Voilà ce que je propose, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je propose la chose suivante. Alors toutes les sources que je vais donner dans l'article, j'en ai 15, seront évidemment dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller les consulter, toutes les études que j'utilise, elles sont en lien bien évidemment. Le 10 novembre 2022, donc là c'est moi qui parle, dans la section Courrier des lecteurs du Monde, monsieur Jean-François Capéran a publié un article dont le titre était « 5 ans de MeToo, où sont les hommes ?» Un article à contre-courant total des mouvements pro-égalitaires actuels qui tentent à chercher à comprendre l'origine des inégalités entre les femmes et les hommes afin de lutter efficacement contre. Une telle prise de position mérite une réponse. Il est de la responsabilité des hommes de prendre leur part dans la lutte contre le sexisme et de faire preuve de pédagogie et de fermeté à l'encontre de ce type de propos, bien que la question mériterait un débat principalement, voire exclusivement, organisé et tenu par des femmes, les premières à souffrir de ces inégalités et aptes à raconter les conséquences quotidiennes du sexisme qu'elles subissent en France. Ma réponse ne pourrait pas être le prétexte à l'économie d'un débat féminin sur la question, nous qui, les hommes, occupons l'écrasante majorité des espaces publics. Si l'expérience des hommes post-MeToo mérite certainement d'être racontée, elle ne peut étouffer la parole de celles dont on les a privés depuis des décennies. Si la question de la masculinité, et en particulier la masculinité toxique, appartient en partie aux hommes, n'oublions pas qu'elle est d'abord soulevée par les mouvements féministes qui ont tout autant leur mot à dire, et dont les travaux devraient être bien plus souvent mis en avant.
Cet article, le mien, n'a alors pour objectif que d'apporter des arguments à ces hommes qui, en ces situations, ne sauraient répondre à des personnes raisonnant comme M. Jean-François Capéran. Il ne s'agit ni de régler mes comptes, ni de parler à la place des principales concernées, simplement d'un exercice d'éducation populaire venant d'un homme à l'encontre d'autres hommes. Sur ces faits, voici quelques points que j'aimerais soulever en réponse aux propos de votre lecteur. Et là, je le cite. Quand il dit « Ne serait-il pas judicieux de donner aussi la parole à un homme qui puisse aussi apporter son opinion, traduire son regard sur cette réalité sociale, qui n'appartient pas qu'aux femmes et qui s'appelle la réalité des rapports humains ?» Qu'est-ce que ce monologue unisexe que vous imposez à vos lecteurs? J'ai même pas besoin, vous voyez, de mettre cette partie-là. La première partie suffit. Et je réponds. Lorsqu'on observe les rapports de domination de façon systémique, c'est-à-dire selon ce qui est relatif à un système dans son ensemble, en cherchant ce qui fait la norme, une réaction de défense du groupe dominé est systématique. L'angle systémique de la misogynie prend ainsi à partie l'ensemble du groupe social homme face à son comportement, les règles qu'il établit pour asseoir sa domination, etc. Il n'est donc pas pertinent de pointer des individus jugés problématiques du doigt, mais bien de comprendre des normes collectives qui favorisent le groupe dit dominant au détriment des femmes, comprendre le groupe social femme. Dans ces perspectives, les personnes les plus à même de prendre la parole sur les discriminations étudiées sont assez logiquement celles qui subissent ce système discriminant et en perçoivent les limites et les conséquences. Si l'opinion des hommes compte sur un certain nombre de sujets, il n'est alors pas pertinent de leur offrir des tribunes, qu'ils s'octroient eux-mêmes par ailleurs comme nous le verrons dans un instant, tandis que créer des espaces de libre discussion au groupe social dominé, ici les femmes, permet une facilitation de la libération de leurs paroles tout en forçant les hommes à écouter. Si finalement le ressenti qui se dégage de cet article, celui que je vous ai lu, est celui d'un homme qui se sent menacé et dépossédé de ses avantages, de ses privilèges, on comprend que le problème n'est pas tant que les femmes ne s'expriment pas, mais que les hommes ne les écoutent pas. Quant à l'absence fantasmée des hommes dans les espaces réservés par la presse, force est de constater qu'en plus d'être parfaitement chimérique, elle est aussi une véritable inversion de la réalité. En effet, la bibliographie récente tend à montrer que l'espace médiatique obéit aux mêmes règles d'inégalité que n'importe quel autre milieu. En février 2022, Sarah Macara rédige pour la GMMP, c'est la Global Media Monitoring Project, vous avez tous les liens dans la description, une étude montrant que les inégalités entre les femmes et les hommes sont également présentes dans les espaces médiatiques. Dans ce document fleuve, on découvre entre autres que les femmes ne représentent que 25% des personnes ou des sujets représentés à l'écran. On découvre également, malheureusement sans surprise, que seulement 24% des experts mandatés par les organes de presse pour s'exprimer sur un sujet sont des femmes. Mais ce n'est pas tout. En 2020, le Media Club Elle et Audience publie une étude intitulée « Femmes et hommes dans les métiers du journalisme ». Le lien est dans la description. L'étude ouvre des perspectives non abordées dans le rapport du GMMP, à savoir une sous-représentativité des femmes chez les journalistes dirigeants, qui ne représentent que 31% des effectifs, alors que 47% des journalistes en France sont des femmes. Les rémunérations y sont inférieures de 15% en moyenne, et les femmes ne sont pas orientées vers les mêmes fonctions que les hommes. Elles sont par exemple majoritaires chez les documentaristes, mais seulement 15% chez les reporters. Des données qui semblent montrer que, contrairement à ce qu'affirme M. Jean-François Capéran, les femmes ne sont absolument pas majoritaires, ni dans les espaces médiatiques, ni dans les effectifs à haute responsabilité, les éloignant des postes de décideuses, souvent les plus rémunérateurs. Dans un tel contexte, il semble ainsi essentiel que les organes de presse continuent leurs efforts actuels pour laisser une place encore plus grande aux femmes dans leur rédaction, aux postes à haute responsabilité et en tant que sujet de leurs reportages. L'affirmation selon laquelle nous, les hommes, serions les grands oubliés des débats est non seulement infondée, mais elle est surtout contraire à toute réalité. Deuxième partie que je critique. Voilà l'extrait que j'ai choisi pour le critiquer. C'est quand il dit « Sachez qu'une moitié de l'humanité est aussi constituée d'hommes qui ne sont pas tous des prédateurs en puissance, obsédés par la domination sexuelle ou le maintien de la suprématie patriarcale. » Et je réponds. Ce court paragraphe semble indiquer deux choses. D'une part, que nous manquons cruellement d'espace réservé aux femmes dans la presse et que leur message pourtant clair n'est pas suffisamment intégré par les hommes, le groupe social. Homme. Je me corrige en même temps. D'autre part, que l'auteur de l'article entretient une confusion, sans doute de bonne foi, entre la critique systémique et la critique individuelle. Non, monsieur Capéran, quand les femmes parlent de domination masculine ou de patriarcat, ce n'est pas de vous qu'elles parlent. Le slogan masculiniste « Not all men » est un détournement d'attention qualifié parfois de pervers. Quand, à la remarque « Les hommes sont violents », certains d'entre nous répondent « Pas tous les hommes », nous déplaçons le sujet. D'une remarque qui tend à dénoncer un système d'oppression, nous ramenons la question à l'échelle individuelle. Lire à ce sujet le formidable article de Michael Flood de 2017 répondant brillamment à ce faux argument du Not All Men. Un article qui m'a été envoyé par Audrey, et je la remercie encore. Très bon article. Dans la description également, chaque fois que vous voyez un chiffre, c'est dans la description. Deux arguments marquants de son développement sont, selon lui, le décalage du débat vers une question purement sémantique, ainsi que le déni du fait que l'agression vécue par une femme de la part d'un seul homme peut suffire à lui faire craindre l'ensemble des hommes, et donc l'autoriser à vulgariser sa pensée sans être prise ou corrigée. Ce que l'expression « les hommes sont violents » sous-entend peut être expliqué aux hommes en la modifiant à peine en
les actes de violence sont le fait d'homme. Une affirmation incontestable au regard des chiffres avancés par Lucille Peytavin dans son ouvrage Le coût de la virilité publié en 2021. Résumer son travail de recherche, c'est déjà l'appauvrir. Aussi, la lecture complète de son ouvrage me semble nécessaire pour comprendre l'ampleur du phénomène. En quelques mots, on y apprend, entre beaucoup d'autres choses, que 96,3% des personnes actuellement incarcérées en France sont des hommes, que 97% des violences sexuelles sont commises par des hommes, que 95% des vols de véhicules sont le fait d'hommes, etc. La liste est interminable. Bien entendu, certains hommes ne sont ni des agresseurs sexuels, ni des agresseurs tout court. Ce que les féministes nous hurlent depuis tant d'années, c'est que les comportements les plus néfastes commis dans notre société sont presque systématiquement le fait d'hommes. Ramener la problématique à soi rend tout débat et toute expression de ces femmes qui cherchent à les dénoncer impossible. C'est une silenciation qui cache son nom et n'est pas digne. Nouveau paragraphe de sa part que je critique, c'est quand il dit « Il faut combattre avec la dernière fermeté ces abus intolérables en Iran, Afghanistan, pays arabes, etc. » Il me semble entendre cet argument depuis mon adolescence inlassablement, que l'on doit discuter sur deux plans distincts. En premier, personne n'a jamais dit que défendre un droit à l'égalité stricte entre les femmes et les hommes en France n'était pas compatible avec la défense des femmes dans le monde entier. Ce nouveau détournement sous-entend que les femmes occidentales seraient privilégiées par rapport à celles d'autres régions dans le monde et devraient s'en montrer reconnaissantes en se faisant petites, rendant les luttes féministes occidentales futiles, presque en décalage avec les vrais problèmes que d'autres rencontreraient plus loin. Il n'est pas question de dresser une liste exhaustive des inégalités actuelles, colossales, qui pèsent sur les épaules des femmes au quotidien, je précise, en France, que c'est le contenu de mon propos. Citons malgré tout le rapport de l'INSEE de 2022, dans la description, rappelant qu'il persiste une sous-représentativité des femmes dans les professions cadres, où elles ne représentent que 43% des effectifs, un taux d'inactivité professionnelle supérieur aux hommes de 7%, un revenu salarial inférieur en moyenne de 22%, etc. De son côté, la chercheuse Cécile Bonneau, relayée par Le Monde, montre que l'investissement de l'État pour les études des femmes, les études supérieures des femmes, soyons extrêmement précis, est en moyenne inférieur de 18% à celui des hommes. Des inégalités purement économiques dont les conséquences s'avèrent particulièrement néfastes dans le quotidien des femmes, pour qui la vie est, à salaire égal à celui des hommes, malgré tout plus coûteuse. Et oui, lien dans la description, être une femme, ça coûte plus cher qu'être un homme. Et si il existe des inégalités salariales, ça empire ce fait-là. Ces paragraphes n'abordent même pas la question des violences conjugales, des viols ou des agressions sexuelles. Faudrait-il abandonner la lutte contre toutes ces discriminations au nom de la condition des femmes d'autres continents? N'ajoutons pas de l'absurdité à cette situation. Cet argument, je vais mettre pourtant ici, cet argument pourtant défendu par Jean-François Capéran, peut également être discuté sous la lumière du néocolonialisme, un courant qui justifie l'influence d'un État sur un autre, sur lequel il n'a pourtant aucune autorité d'aucun ordre que ce soit, afin de lui dicter ses règles de conduite ou même sa politique intérieure. Dans un pays comme la France, dans lequel les inégalités entre les femmes et les hommes sont aussi importantes, il est assez malvenu d'étaler sa morale vers d'autres, sous prétexte que toutes les cultures ne se vaudraient pas. Nous n'avons à ce titre aucune leçon de morale à distribuer à qui que ce soit en matière d'inégalité entre les femmes et les hommes. Paragraphe suivant que je critique, c'est quand il dit 67% des musées nationaux sont dirigés par des femmes, 84% des établissements d'enseignement public niveau collège et 92% dans le privé sont dirigés par des femmes, plus de 70% des enseignants sont des femmes, plus de 85% des postes du secteur de la petite enfance sont occupés par les femmes, etc. Où se trouve la parité? Je réponds à ça. En disant en premier lieu, le contre-exemple n'est pas la règle, d'autant plus quand il est aussi facile de présenter des chiffres, nettement plus majoritaires, permettant d'affirmer l'exact opposé de la conclusion formulée par Jean-François Capéran. On pourrait citer par exemple l'omniprésence des femmes dans les professions mal considérées et mal rémunérées des métiers du care. Cet exemple est l'un de ceux le plus souvent rappelés par les militantes féministes, mais n'oublions pas que les inégalités de sexe concernent tout autant les professions mieux considérées à haut revenu. À ce sujet, on notera qu'une seule femme compose l'effectif du CAC 40. D'une façon générale, et Sybille Golac et Céline Bessières le montrent très bien dans leur ouvrage Genre du capital, publié en 2019, dès lors qu'un capital important entre en jeu, les hommes, le groupe social homme, mettent en place un système les assurant d'en devenir ou d'en rester les principaux bénéficiaires. Les exemples soigneusement choisis par l'auteur de l'article n'ont rien d'aléatoire. Plus dirigés vers les professions de service, il est ainsi logique de retrouver dans les effectifs de professions telles que celles de la santé, de l'art ou de l'éducation une majorité de femmes. Une surreprésentativité qui n'est pas à leur avantage financièrement parlant, et pourrait s'expliquer dans le cadre d'un autre article par une éducation sexiste encourageant les femmes à s'occuper des affaires internes. J'aurais dû mettre intérieures, c'est ça que je voulais dire, des affaires intérieures, comme par exemple l'entretien de la maison, l'éducation des enfants, etc. Et les hommes à s'occuper des affaires externes, je voulais dire plutôt extérieures, ça résume un petit peu mieux ma pensée. Comme quoi, je l'ai corrigé 3 fois, mais
On n'a jamais fini de corriger un de ces textes. Les affaires extérieures, qu'est-ce que c'est? C'est gagner de l'argent pour mettre la famille à l'abri. Je réponds à un dernier argument, quand il dit comment fonder une éducation équilibrée de nos futurs enfants à travers le prisme exclusif d'un regard féminin. Et je réponds. L'occasion est trop belle pour ne pas oublier de citer un ouvrage fondamental dans la construction de ma vision sociale, écrit par Iris Bray en 2020, intitulé Le regard féminin. Dans cet essai, Iris Bray met l'accent sur l'importance de mettre en avant les films ou séries de femmes, et par extension toute œuvre littéraire, ou du moins de celles qui se donnent pour ambition de raconter des expériences de femmes éloignées du regard masculin objectivant et sexualisant. Le female gaze ne consiste pas à remplacer des hommes par des femmes, mais par valoriser des récits relatant d'expériences loin de tout regard sexiste, et là je veux préciser, récit large... Non, je précise pas, il va y avoir une redite. Une perspective humaniste, centrée sur l'expérience du corps, le vécu de celles qu'on ne raconte pas ou pas assez, ou qu'on le raconte par procuration. Les hommes ont trop raconté l'histoire des femmes. Le regard féminin n'est pas l'affaire des femmes, mais de toutes et tous, pour des raisons qui n'apparaissent pas évidentes au premier abord, mais que je vais essayer de rendre claires à l'aide d'un exemple. Je visitais ce week-end, c'est tout à fait vrai, le musée des Beaux-Arts de Gand, en Belgique, quand nous sommes tombés avec mes amis sur une peinture d'Anthony van Dyck intitulée Jupiter et Antiope. Ben vous savez quoi? Je vais vous la montrer, pour que vous l'ayez sous les yeux actuellement. Donc voilà ce que c'est Jupiter et Antiope. Donc, est-ce qu'on va la trouver? Parce que je crois que c'est une peinture qui a été réalisée par Poussin également, il me semble. Est-ce que c'est bien celle-ci? C'est bien celle-ci que je veux vous montrer. Donc voilà la peinture en question. Donc vous voyez Jupiter, ici, qui est au-dessus d'Antiope. Ça va apparaître dans un instant. En satyre, voilà, qui la viole pendant son sommeil. Il n'y a aucune autre façon de l'exprimer. Mais ça, c'est une peinture qui n'est pas jeune, d'accord? Jupiter et Antiope, si on regarde l'époque à laquelle c'était fait, c'est du XVIIe siècle. Donc difficile d'y voir une critique de la masculinité. Mais voilà la suite, vous allez voir, c'est intéressant. La peinture Jupiter et Antiope représente la transformation monstrueuse de Jupiter pour agresser Antiope. Cette peinture était accompagnée du test suivant, habité de female gaze. Je cite ce très beau texte, que j'ai un petit peu coupé. Métamorphosé en satyre, le dieu suprême séduit ou viole Antiope pendant son sommeil, dans une scène que chaque siècle interprète différemment. Séduit ou viole, c'était écrit dans un musée. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a un vrai engagement là. À l'époque de Van Dyck, on ne voit rien à redire à cette manière d'aborder une femme. L'œuvre symbolise la force de la nature et est une ode à la fécondité, même si son côté érotisant ne peut pas être nié. Aujourd'hui, nous le considérons comme l'illustration de rapports désormais dépassés entre les hommes et les femmes, ou précisément comme un rappel d'une certaine misogynie. Ce texte que l'on pourrait sincèrement qualifier de post-MeToo est la démonstration de ce que le regard féminin peut apporter de positif à notre société. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je fais le pari qu'il a été écrit par une femme. Une relecture de la masculinité toxique, une critique de la virilité, une dénonciation de la toute-puissance masculine, une critique de l'agression sexuelle. Vous l'avez compris, un double paragraphe qui comprend parfaitement son temps, son époque, et a su écouter les revendications féministes de ces dernières années. Il était temps. L'égalité ne consiste pas en une répartition stricte de la parole entre les femmes et les hommes, quoique nous l'avons vu précédemment, cette répartition penche largement en défaveur des femmes. Mais elle consiste, quand on est un homme, à savoir se mettre en retrait pour agrandir l'espace restreint que les femmes défendent pour exprimer, sans la contrainte des regards masculins désapprobateurs, leur expérience de la vie, leur expérience de leur corps. Impossible de ne pas penser à des œuvres majeures de la littérature comme L'Événement d'Annie Ernaux ou encore Voyage vers le phare de Virginia Woolf, deux œuvres d'une modernité folle qui nous rappellent, comme l'autrice anglaise a su le théoriser, que lorsque les femmes disposent d'une pièce à elles, elles se racontent sans l'écrasante présence du patriarcat et nous laissent des témoignages jusque-là jamais entendus. Aux écrits romantisant la violence et faisant l'apologie de la perversion et du harcèlement des hommes, se succèdent ceux de George Sand, qui dans Indiana raconte les mêmes événements que ceux écrits par ses compères masculins, mais du point de vue des femmes. Aussitôt, les travers masculins ressortent sans commune mesure et aident les hommes, le groupe social homme, à comprendre leurs propres travers. Voilà l'objectif d'une critique systémique. La prendre à cœur et contre soi, c'est l'assurance de passer à côté de tout ce qu'elle a de vertueuse. La prendre à cœur et contre soi, c'est s'assurer de perpétuer des comportements masculins incompatibles avec notre société et la notion d'égalité. La prendre à cœur et contre soi, c'est rédiger sur le courrier des lecteurs du Monde un article totalement à côté des problématiques de son époque, et risquer de se faire corriger par un jeune adulte, moi, qui, s'il n'est pas exempt de tout reproche, fait ce qu'il peut pour entendre et accueillir la voix des 50% que l'on a refusé d'écouter. Et pour conclure, en guise également de conseil, je me permets de vous partager les propos de mon amie Déborah. Je la cite, « Jouer ton rôle d'allié, Stéphane, c'est élargir la place des femmes. » En espérant que ces quelques mots trouveront une résonance et encourageront le monde à proposer de larges dossiers sur la question de la masculinité aux mains de femmes.
Le point de vue masculin, nous le connaissons par cœur. Il nous a été répété ad nauseam. Le changement passe désormais par l'écoute. Et sur ce, je me tais. Et je signe. De mon pseudonyme, bien sûr. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a d'autres choses sur lesquelles j'aurais pu rebondir dans cet article-là. Évidemment, il y a d'autres points qui méritaient très sincèrement qu'on soulève quelques objections et qu'on explique pourquoi il est en tort, mais voilà, c'est déjà relativement long. Je ne sais pas si le courrier des lecteurs du Monde me laissera partager un texte aussi long. Je le souhaite, très sincèrement. Moi, je ne comprends pas Le Monde. Le Monde, c'est quand même un journal qui diffuse la parole des victimes d'agressions sexuelles, de viols, d'agressions sexistes, qui n'hésite pas à sortir des tribunes ouvertes contre les agresseurs. Comment se fait-il que le texte là, de M. Capéran ait passé le cap du courrier des lecteurs? Qu'est-ce que cette opinion a concrètement de vrai, a concrètement d'intéressante à apporter au débat actuel, si ce n'est de la masculinité toxique en plus, si ce n'est de l'insécurité masculine? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et j'espère que Le Monde auquel je suis abonné, je suis fier de l'être, depuis très peu de temps, depuis 24 heures, mais je suis quand même content d'être abonné pendant un an. C'est important de financer nous-mêmes la presse qui, à notre sens, travaille correctement. Comment se fait-il qu'ils laissent la place à ce genre de propos? Donc voilà, j'espère qu'ils partageront mon coup de gueule. S'ils ne le partagent pas, vous en entendrez parler. Et puis je le partagerai sur Mediapart, si besoin, mais j'espère qu'ils auront... je vais pas dire la décence, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'ils peuvent refuser de publier mon texte. Je ne suis personne. Personne ne me connaît, je vais même pas signer du Foilier, donc ils pourront même pas voir Stéphane Bourdain, c'est absolument personne sur les réseaux. On verra bien. Je vous tiens au courant. Si vous avez des propositions de correction à me formuler, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis extrêmement preneur, surtout avant d'envoyer un texte qui pourrait être rendu public et qui pourrait être relu. Plus il est irréprochable et mieux c'est. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.